On peut voir. Ils ont tous coupé leur caméra parce qu'ils ont peur, Ils ont peur de nous. ont peur Ce de... n'est pas grave. Soyez les bienvenus. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Zoom du CCLJ. Ce soir, on reçoit quelqu'un que vous avez déjà certainement entendu dans votre poste de radio. C'est un incroyable raconteur. Brice de Passe, bonsoir. Bonsoir, Brice. Bonsoir Sylvie. Alors, tu présentes... Je t'écoutais, donc tu vois, Ah, je voilà, buvais tes paroles, donc j'étais voilà, distrait. voilà. Tu présentes et tu réalises quotidiennement depuis 20 ans maintenant la story, la chronique de référence sur Nostalgie Belgique. Tu as Oui, écrit dans oui. plusieurs journaux, publié de nombreux ouvrages et même scénarisé des bandes dessinées. Je pense qu'il y en a une qui sort d'ailleurs cette année. Ah, on est en plein boulot là avec Aurélien Bodina, qui est un dessinateur épatant de la pop culture, puisqu'il a passé 10 ans chez Disney. Il est français et aussi plusieurs années chez Universal, mais Universal Cinéma, donc il dessinait les affiches de cinéma. Et on prend un plaisir fou à, à- en fait, à raconter, mais c'est vraiment à l'américaine, donc c'est vraiment un comics. Et donc c'est prodigieux de pouvoir raconter avec des images plutôt que par le texte, que par les mots. Donc, c'est pas un gadget, c'est Story en BD donc, qui va sortir à la rentrée, le premier volume. Très bien, eh ben, on aura l'occasion d'en reparler certainement. Alors, la story tome 2 est paru il y a quelques mois à la Renaissance du livre, le voici le livre. Tu es dans la vie civile, le mari de Niki de Passe de Radio Judaïka. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, Oui. Brice, si on t'avait dit, attends, j'admets encore des participants, si on t'avait dit en 2001 que la story deviendrait une capsule incontournable sur Nostalgie et tellement appréciée en Belgique 20 ans plus tard, est-ce que tu y aurais cru? Ben, pas du tout, puisque je ne suis pas rentré pour ça. Chez Nostalgie à l'époque, juste avant, donc j'étais le responsable antenne de Contact 2, qui était la première radio musicale format adulte qui a existé en Belgique. Et j'avais commencé, c'est vrai, à raconter des histoires là, mais j'étais surtout un programmateur musical. J'étais là pour mes connaissances de la musique, et c'est pour ça que j'étais rentré chez Nostalgie pour participer un peu de tout d'ailleurs à l'antenne. Et on m'a dit, bah, comme tu le faisais déjà sur Contact 2, mais pourquoi tu ne continuerais pas? Et voilà, au départ, ça s'appelait l'album de légende. Je racontais l'histoire d'un album, puis très vite, ça s'est appelé la story. Puis c'était une par jour, puis c'est devenu deux par jour. Et puis aujourd'hui, c'est 365 jours par an, en fait, sur Nostalgie. Et jamais j'aurais cru que ce truc allait durer 20 ans. Ben, écoute, c'est magnifique et j'espère que tu auras encore beaucoup d'inspiration pour les années à venir et que ça ne va pas s'épuiser, mais c'est inépuisable. Ça ne peut pas s'épuiser parce que d'abord les années passent et que les nouvelles légendes se créent. Euh, c'est vrai que je prépare là malheureusement le 10e anniversaire de la disparition d'Amy Winehouse, et chaque fois que je le dis à quelqu'un, je dis 10 ans déjà. Donc c'est Coldplay, ils ont 20 ans. Donc alors c'est pas les années évidemment qui font les légendes. Je pense sincèrement qu'ils s'en fabriquent moins depuis 20 ans qu'on en a eu à l'époque. D'ailleurs, la première BD de la story qu'on va voir se passe à Londres en 1968, et c'est absolument hallucinant le nombre d'artistes, de légendes gigantesques qui se côtoyaient à l'époque à Londres en 1968. On ne peut déjà plus retrouver ça en 2010 parce C'est ce que que je me disais en lisant, enfin je t'interromps en lisant ta story, c'est que on a l'impression, enfin en voyageant dans ces années 60, 70, 80, que c'était des copains, ils étaient tous copains, c'était une bande de copains. Johnny Hallyday était copain avec Jimi Hendrix, Jim Morrison, Charles Aznavour, rien à voir. David Bowie, Keith Richards des Rolling Stones, mais aussi avec John Lennon. Dick Rivers a été invité par McCartney et Lennon pour une émission à la BBC. Françoise Hardy était draguée par Mick Jagger, McCartney et Bob Dylan. Steven Spielberg est le grand ami de George Lucas. Enfin, c'est tous des potes. Est-ce que c'est encore possible maintenant? oui, c'est un phénomène qui existe toujours, c'est inévitable, mais disons qu'il est moindre d'abord parce qu'on a ce phénomène de digitalisation qui n'a pas que des inconvénients, hein, loin de là. Je pense, se faire connaître en étant artiste aujourd'hui est beaucoup plus facile aujourd'hui
qu'il y a 40 ans, on devait passer par l'étroit goulot de quelques personnes pour arriver au public. Aujourd'hui, je suis en Alaska, je fais ma chaîne YouTube, j'ai un morceau génial et puis tout le monde va me voir parce que ça va être viral. Par contre, on a perdu énormément de choses. Tout d'abord, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec la musique populaire il y a déjà très longtemps. Il y a déjà à peu près 30 ans qu'on est arrivé au bout. Dans la musique classique, c'est encore bien avant, c'était il y a 60 ans qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Ça a été la même chose dans l'architecture. Je dirais le brassage, ce qui a fait que la musique populaire a explosé des années 50 aux années 80, pour faire court, c'est simplement parce que les frontières n'arrêtaient pas de s'élargir et on découvrait d'autres horizons et puis on mélangeait les musiques et ça donnait des idées à certains, changement de rythme, on a fusionné, on prenait la musique classique, on le mettait avec le rock, la variété a pris au début des années 80 les synthés de la New Wave, la variété française. Donc, il y a eu tous ces brassages, mais qui arrivaient à chaque fois d'un bloc. C'est-à-dire que Bob Marley arrivait en Angleterre, eh bien, tous les artistes découvraient le reggae, puis les Rolling Stones allaient enregistrer du reggae en Jamaïque, et puis un peu plus tard, Serge Gainsbourg. Donc, ça arrivait, ça faisait des vagues, des courants, des modes. Et elles se succédaient. Aujourd'hui, ces modes et ces courants ne peuvent plus arriver parce que d'abord, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Donc, je dirais les améliorations ne sont plus que technologiques depuis 30 ans au niveau du son et des arrangements et du montage, mais aussi à cause de ce que je viens de vous expliquer, c'est que chaque artiste qui est singulier, qui fait quelque chose qu'on n'a jamais entendu, il est immédiatement entendu tout autour de la planète. Donc, s'il y a du métissage, il se fait de manière permanente. Donc, il n'y a plus ces grands courants qui se font. Alors, l'autre chose qu'on a perdue, mais ça c'est pour les raconteurs d'histoire comme moi, c'est la disparition des émissions de variété ou des émissions musicales qui avaient lieu dans le monde entier. Quand on a vécu en coulisses, on sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, un artiste qui fait sa promo, eh bien, il est entouré de sa petite cour, la maison de disques, son manager, etc., comme avant, mais il fait sa promo tout seul, il fait le tour, il arrive en Belgique, en 3 jours, il a fait le tour, il repart, idem en France. C'était pareil avant, sauf qu'il y avait les émissions de variété dans tous les pays, et il y en avait beaucoup. Et donc, il y avait plusieurs artistes sur le même plateau qui faisaient les répétitions, tout ça prenait beaucoup de temps, puis après, il y avait la pause, on allait manger, on allait boire, et là, se produisait un brassage qui n'aurait jamais dû arriver, puisqu'ils étaient ni voisins, ils ne se connaissaient pas, ils se rencontraient dans ces émissions. Puis après, qu'est-ce qui se passait? Comme on n'avait fait que ça, il y avait l'enregistrement d'émissions le soir, et après on sortait, on allait au restaurant, on allait en boîte, et ça débouchait sur des collaborations, ça débouchait sur des échanges d'idées, des gars qui passaient d'un groupe à l'autre parce qu'ils s'étaient rencontrés sur un plateau télé. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu tout ça. Alors, on a choisi évidemment de s'axer ce soir sur les stars juives du showbiz. Il y en a un paquet. Mais tu as décidé de commencer par quelqu'un de très attachant et qui n'était pas acteur au début, je pense qu'il était comique. Oui, c'est ça. C'est vrai, ce que tu dis, c'est que quand on a parlé de faire cette conférence qu'on peut malheureusement pas faire dans votre très bel amphithéâtre, c'est qu'en 20 ans, il y a à peu près 8000 stories quand même pour Nostalgie. S'il y a une chose qui m'a frappé, c'est le nombre d'artistes d'origine juive dont j'ai parlé, avec cette phrase qui revient souvent dans toutes les familles. C'est, ah bon, il est juif. C'est une phrase qui n'a rien de péjoratif, hein. On le sait dans la communauté, elle revient toujours à propos d'une personnalité pour dire simplement qu'on l'ignorait. Et c'est vrai d'autant plus dans les années 60, 70 et début 80, parce que son nom ne l'évoquait absolument pas, ou parce que l'artiste lui-même n'en parlait pas, et donc l'info ne circulait pas. Et puis en préparant, en réfléchissant à ce que j'allais dire ce soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change en fait, la judéité d'une star du showbiz? On va certainement pas faire le terrain des extrémistes antisémites qui disent que tous les producteurs sont juifs et que donc il est plus facile pour les artistes de la communauté de réussir. Bon, puisqu'on est entre nous, c'est vrai que ça peut aider, hein, ne fût-ce que pour obtenir un rendez-vous, hein. C'est clair que si les Beatles ont joué à Carnegie Hall à New York en 64, ils sont d'ailleurs les seuls rockers à l'avoir fait, c'est parce que le promoteur de musique classique, Sid Bernstein, a approché le manager des Beatles
Brian Epstein. Bon, je sais, on dit Epstein du côté anglais, mais nous, on dit Stein. Et ils ont eu des choses à partager entre eux, c'est clair. Et c'est grâce d'ailleurs à Bernstein que l'année suivante, ils donneront le fameux concert au Shea Stadium avec les 55 000 filles qui crient. Donc, c'est rentré dans l'histoire et dans l'inconscient populaire. Mais franchement, si on réfléchit bien, ce site Bernstein, il se serait appelé John Wayne, que ça aurait été pareil. Les Beatles auraient quand même joué à Carnegie Hall et ils auraient quand même joué au Shea Stadium. Et puis, vous le voyez, Albert Grossman, le manager new-yorkais, prend sous son aile un Bob Dylan s'il avait été mauvais, juste parce qu'il est juif. Il l'aurait vendu à qui? Alors donc, non, ce soir, il n'y aura pas de grande théorie sur la judéité des stars de la musique et du cinéma. Il y a tout simplement autant d'histoires différentes qu'il y a de stars juives. Alors c'est vrai, Spielberg a tourné La liste de Schindler, Gainsbourg a enregistré Rock Around the Bunker, Johann Sfar a dessiné Le chat du rabbin, mais ce qui est intéressant chez tous ces génies, c'est d'où ils viennent et comment leur est venue leur vocation, comment a poussé en eux cette graine qui a fait d'eux des artistes à part qui étaient complètement au-dessus de la mêlée. Et c'est le cas, comme tu disais, Sylvie, de ce personnage très attachant qui était Peter Sellers. Alors Peter Sellers, c'est une énorme star des années 50 en Grande-Bretagne. Qui voilà, le voilà. Est-ce que vous le voyez? Je sais que vous ne m'entendez pas, mais Oui. est-ce que vous le voyez, ce bon Peter Sellers? C'est une énorme star des années 50 qui devient, en Grande-Bretagne, qui devient mondiale dans les années 60 grâce à son rôle dans l'inspecteur Clouseau, dans La Panthère Rose de Blake Edwards. Bon, je ne sais pas si ce film dit quelque chose. C'est vrai qu'avec les nouvelles générations, peut-être un peu oublié La Panthère Rose, mais d'emblée, il faut savoir que Peter Sellers était devenu une vedette en Angleterre dans les années 50 grâce à un feuilleton radio de la BBC. Son empreinte est tellement extraordinaire qu'il passe, tenez-vous bien, de 300 000 auditeurs au début de la série du feuilleton à 7 millions hebdomadaires. C'est juste énorme. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il y incarne 4 rôles en changeant de voix, d'accent, d'âge, d'intonation. C'est un véritable transformiste de la voix, Peter Sellers. C'est grâce à ça qu'il se fait connaître en Angleterre. Ce n'est pas un imitateur, c'est un comédien qui incarne donc des rôles, des types, des genres très typés, comme un vieux colonel, une femme au foyer, un ouvrier indien ou le ministre pontifiant de l'époque. Donc, rien d'étonnant à ce que son numéro d'inspecteur de police français, narcissique quand même, mais incapable, petit côté commissaire juve avant la lettre, nous rend compte donc cet immense succès. Alors, bon, bien sûr, il faut voir ce film et ses suites en anglais. Et principalement le second, L'inspecteur mène l'enquête, je ne sais pas si vous les avez vus, qui reste personnellement pour moi le meilleur. Il faut le voir en anglais pour apprécier les accents qu'il fait et aussi ses jeux de mots. Alors, on pourrait citer aussi La Partie. Ça, je crois que c'est un grand classique que beaucoup ont vu. Vous l'avez vu? Faites-moi des petits signes parce que je vous vois. Il faut faire des petits signes. Où il joue le rôle donc d'un acteur indien à qui va arriver une foule de malheurs. Il y a le docteur Folamour de Stanley Kubrick. Ah oui, je sais, suivi. Il est juif aussi, Stanley Kubrick. Dans lequel il joue 3 rôles, dont Folamour et un ancien nazi. Ou encore, on l'a un peu oublié, mais moi, je suis très attaché à ce film, c'est Casino Royale, le tout premier, qui avait été tourné par une brochette de très grands réalisateurs et qui était parodique. Et donc, dans ce film, Peter Sellers est un des James Bond qui a une scène avec Ursula Andress dans laquelle on entend pour moi la meilleure de toutes les chansons de James Bond, c'est The Look of Love, interprétée par Dusty Springfield. Et enfin, ce rôle incroyable où il est prodigieux du psychanalyste Germain dans What's New Pussycat, Quoi de neuf Pussycat, où il interprète quelques scènes d'anthologie, dont une, parce que j'ai revu le film récemment, et à ce moment-là, je ne le connaissais pas, donc je l'avais oublié. Il a une scène avec Woody Allen qui est absolument prodigieuse. Eh bien, pourquoi je vous cite tous ces films dans lesquels
il interprète énormément donc, de personnages avec des accents très typés, bien parce que je me suis demandé si Peter Sellers aurait fait la même carrière s'il n'avait pas eu cette mère juive archétypale qu'il a eue, ultra prévenante, couvante, possessive et surtout dominatrice. J'exagère pas, hein. Elle l'accompagnait parfois pour négocier son contrat alors qu'il était déjà une star avec des producteurs de cinéma. Et les témoins le disent, Peter Sellers ne semblait même pas en prendre ombrage. Il n'était même pas gêné que sa mère vienne discuter et qu'elle parle de lui à la troisième personne comme si elle était encore devant un directeur d'école. Et donc, je me suis demandé si il n'avait pas eu cette mère, il serait vraiment devenu ce Peter Sellers, ce comédien caméléon. Parce que son père, donc, qui s'appelait Bill Sellers, et qui lui était un British protestant du sud de l'Angleterre, mais sa mère, qui était donc juive d'origine portugaise, c'était une actrice de musical itinérant, comme il y en avait beaucoup en Angleterre. C'est d'ailleurs dans ce sérail que Chaplin a démarré. Et elle n'a connu de sa carrière que des rôles médiocres. C'est vraiment le personnage au féminin de la chanson Je me voyais déjà Charles Aznavour. Et c'est elle qui force son gamin à monter sur scène contre son gré, car elle rêve qu'il réussisse là où elle a échoué. Pire, elle l'appelle Peter, il ne s'appelle pas Peter. Son vrai prénom, son prénom de baptême, c'est Richard. Peter, c'est le prénom de son frère aîné qui est mort à la naissance. Donc, vous vous rendez compte, hein, et il a continué d'ailleurs par après à se faire appeler Peter alors que son prénom c'est Richard. Et encore, si avec ça, et comme son père, donc qui est British protestant, l'a inscrit dans une école chrétienne et catholique, là pour le coup, il doit supporter à l'école pas mal de réflexions qu'il va entendre très jeune, comme une qu'il a marquée quand le professeur dit à toute la classe, le garçon juif, regardez le garçon juif, c'est son catéchisme mieux que vous. Excusez-moi, mais ça marque un gosse, hein. Richard, donc qu'on appelle Peter, ben, il s'est demandé de quoi on parlait. Donc, on ne va pas s'étonner si sa spécialité, c'est vraiment de se glisser dans la peau d'un autre, puisqu'il a lui-même vécu dans son enfance par procuration et qu'il était condamné à réussir là où sa mère donc, avait échoué avec le prénom d'un frère qu'il n'a forcément pas connu et avec la singularité d'être regardé comme un juif dans des écoles chrétiennes. J'ai lu, et c'est vrai, ça m'avait frappé aussi, j'ai lu un jour qu'un ami, alors qu'il était déjà devenu une star, était venu chez lui à la Noël et lui avait offert un cierge venant d'une synagogue. Et quand il a reçu ce cierge, Peter Sellers a pleuré. Et c'est vrai que dans une biographie, j'ai lu qu'il nourrissait, et c'est vraiment particulier, un sentiment de culpabilité d'être juif parce qu'il était à cheval entre ces deux cultures, ces deux éducations. Mais alors pour ne pas trop plomber l'ambiance, j'aimerais bien vous raconter une dernière anecdote. Je vois que je reste un peu longtemps sur lui, mais est-ce qu'on a le temps, Sylvie, sur Peter Sellers? Oui, maintenant, Parce qu'elle est, peut-être il y en a encore, il y en a d'autres, hein, donc on va peut-être. Parce qu'elle est elle est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous savez que Peter Sellers était le meilleur ami des Beatles? Pourtant, de loin comme ça, on a l'impression que c'est deux univers qui sont complètement, qui sont très éloignés. Donc, et je vous l'ai dit, donc, il était depuis 1951 donc une star de la radio en Grande-Bretagne. Et il va d'ailleurs enregistrer en 1958 un album qui va être numéro un en Grande-Bretagne. Numéro un en Grande-Bretagne, c'est le plus grand marché du disque mondial à l'époque par tête d'habitant. C'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il a vendu un paquet de disques. Et la marque de disques sur laquelle il enregistre s'appelle Parlophone. Est-ce que cette marque Parlophone vous dit quelque chose? C'est celle sur laquelle les Beatles vont être, 4 ans plus tard, signés par le producteur du disque de Peter Sellers et qui s'appelle George Martin. George Martin, c'est donc un gars qui produit des disques de music-hall sur un label qui n'est consacré qu'à l'opérette et au music-hall. Et comme personne n'a voulu des Beatles, un jour, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on frappe à sa porte, on lui propose une démo et il dit bah, c'est pas mal, pourquoi?
est-ce qu'on n'essayerait pas? Je ne vous raconte pas le triomphe industriel que ça représente pour ce label parlophone. Les Beatles, il faut le savoir, restent les seuls à avoir dépassé le milliard de disques vendus. Ils ne seront jamais rattrapés, hein. Pour l'anecdote, c'est 13 albums enregistrés en un peu moins de 7 ans. 1 milliard de disques. Et c'est comme ça, tout simplement, donc, parce qu'ils sont sur le même label, que Peter Sellers et les Beatles vont devenir de grands potes et que le meilleur ami de Peter Sellers, ça sera Ringo Starr. Et c'est un hasard, c'est le marrant des quatre Beatles. Bon, on va pas aller plus loin avec cette anecdote, parce que moi, quand je pense à parler des Beatles, je suis parti jusqu'à demain. Donc, on va franchir l'Atlantique et on va aller retrouver quelqu'un qui est mon chouchou. Une guitare, une voix, un harmonica, bon, c'est Bob Dylan, hein, alias Robert Zimmerman. Et si je dis son nom, c'est parce que moi, j'ai des souvenirs de jeunesse, c'est qu'on ne savait pas qui s'appelait Robert Zimmerman. Et je sais que la première fois que quelqu'un me l'a dit, j'ai cru que c'était une blague. En effet, son nom circulait très, très peu, à tel point qu'en 1971, quand David Bowie, qui est alors quasiment inconnu, lui dédie une chanson sur ce qui est son 4e album, je pense, il commence par dire « Here's to you, Robert Zimmerman, I wrote this song for you ». On ignorait complètement qu'il s'appelait comme ça, et déjà les chansons de Bowie, on avait déjà du mal à comprendre les paroles. Donc bref, sur le coup, on se dit, il a quand même bien fait, parce que Robert Zimmerman, sur une affiche de concert ou un disque de folk ou de rock, ça fait quand même plus violoniste ou chef d'orchestre, ça ne sonne pas aussi bien que Bob Dylan. Mais dans le cas de ce jeune homme, ça va beaucoup plus loin. Alors, je vais vous faire sa story. Il naît en 1941 dans la ville de Duluth. Vous avez déjà entendu parler de Duluth? C'est normal, c'est une ville complètement paumée dans le nord des États-Unis, à la frontière du Canada et du Minnesota. On est vraiment à l'extrémité du lac supérieur, un peu comme la ville de Genève au bout du lac Léman. Donc, c'est dire, si on connaît le Canada, qu'en hiver, avec un lac pareil juste à côté, on gèle sur place. Mais bon, ça n'a pas fait peur à ses grands-parents maternels qui ont fui la Turquie et paternels l'Ukraine lors des pogroms. C'est pour ça, donc, qu'ils habitent ça ne leur a pas fait peur de vivre dans une contrée qui est aussi froide en hiver et aussi chaude en été aussi. Il s'appelle à sa naissance Shabtai Zizel Ben Abraham, hein, Bob Dylan. Et pour l'état civil américain, vous le savez, c'est Robert Zimmerman. Mais bon, il ne va pas avoir ce passé de gamin persécuté parce qu'il est juif. Absolument pas. Son père travaille pour la Standard Oil Company. Il n'a aucun problème de voisinage, ni aucun problème dans le boulot. Et voilà, il attrape la polio et pour raison de santé, il déménage dans une ville qui est beaucoup plus au sud, dans le Minnesota, à Hibbing, une ville d'où est originaire sa mère et où le père va ouvrir un commerce d'électroménager. Et là encore, pas de persécution, papa entre au Rotary, il fréquente une loge juive maçonnique, tout va bien. Donc, pour Bob, la judéité, en fait, c'est surtout un truc de grands-parents. Parce que comme ses parents sont bien intégrés aux États-Unis, et comme on est en pleine campagne, vous savez comment ça marche aux États-Unis, c'est l'intégration, ce ne sont que des communautés qui s'intègrent. Donc, pour lui, le côté juif, ce sont les grands-parents qui n'ont jamais bien parlé anglais. La grand-mère d'un côté parle un dialecte turc, l'autre, c'est plutôt côté russe. Et ses parents, eux, pour lui, ce sont des Américains. Et c'est donc pour ça que quand il va avoir la passion pour la musique, il va s'intéresser à la musique, mais la musique américaine, le folk et la country. Et puis en plus, c'est facile. Une guitare, un harmonica à l'époque, et c'est parti. Donc on peut très vite en jouer. Et c'est donc finalement là qu'on peut mieux le comprendre, Bob Dylan, puisqu'il a, comme je vous l'ai dit, grandi à la campagne, et pas dans le Queens, c'est ces quartiers où la culture juive est très présente, où on vit les fêtes ensemble, avec tout le quartier, toute la rue, avec le plaisir aussi de se retrouver pour Shabbat. Non, il vit avec des Américains qui sont tous des déracinés, qu'ils soient anglais, écossais, irlandais, italiens, polonais. C'est quand il entre à l'université qu'il rompt le lien avec sa famille, parce qu'il ne va pas suivre les cours très longtemps. Nous, ce qu'il découvre surtout, c'est la vie estudiantine, et donc
chanter, comme il aime chanter. Il prend sa guitare et il va traîner de plus en plus dans les bars, les fêtes étudiantes, seul, en duo ou avec un groupe, ce qui ne plaît pas du tout à papa et maman qui avaient d'autres projets pour lui. Et là, je voudrais vous raconter une anecdote incroyable qui va lui survenir au cours de l'hiver 59, donc il est déjà à l'école supérieure. Regarde, le 31 janvier, à Duluth, Bobby est chez ses grands-parents, puisqu'à ce moment-là on l'appelle Bobby paternel, pour assister à un événement qui est tout à fait improbable dans ce bled paumé, qui est la venue de Buddy Holly, de Richie Valens et de The Big Bopper. Ce sont trois stars du rock'n'roll. Buddy Holly avec ses Crickets, il a déjà un très grand nombre de hits derrière lui, Peggy Sue, That Will Be the Day, etc. Il est là juste parce qu'il a besoin d'argent, sinon on ne l'aurait jamais vu dans cette tournée qui s'appelle The Winter Dance Party. Puis il y a donc Richie Valens, qui est le premier latino, puisqu'il vient lui de Los Angeles, qui est le premier latino à faire un tube rock. Il en a un qui s'appelle Donna à ce moment-là, pas La Bamba. Et The Big Bopper, lui, c'est un animateur radio et télé qui vient aussi de commettre 2 ou 3 tubes rockabilly. C'est donc une affiche improbable et incroyable. Et ce qui est terrible, sans doute, vous le savez, c'est que dans 3 jours, ils seront morts tous les 3 dans le même accident d'avion qui les conduit d'une ville à l'autre. Mais ce soir, du 31 janvier, Bobby Zimmerman, il a 17 ans, comme Richie Valens, et il veut devenir une star comme Buddy Holly. Il a réussi à se placer dans les premiers rangs. Alors, évidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas de salle de concert dans cette ville, donc on a aménagé un bâtiment militaire et une scène, et il arrive à se faufiler dans les premiers rangs pour entendre donc cette musique extraordinaire qu'est le rock'n'roll et que dans ce bled perdu, on n'entend qu'à la radio ou à la télé chez Ed Sullivan le dimanche soir. Et là, au moment où Buddy Holly joue en chantant, comme ça arrive parfois aux artistes, mais imaginez, on est en 1959 et c'est un garçon qui a finalement jamais rien vu à ce niveau-là, Buddy Holly en chantant le regarde droit dans les yeux, à 2 pas de lui. Et là, le ciel lui tombe sur la tête, enfin, ou celui qui y monte. Bref, il est transpercé, il est transporté. D'ailleurs, un jour, il va dire « Il suffit d'un clin d'œil ou d'un signe de tête parfois pour changer le cours d'une existence grignotée par la monotonie et la frustration. » Ça décrit bien ce que je vous ai dit. Et on le croit sans peine. On dirait presque qu'il y a eu une passation de témoins entre ces 2 jeunes hommes qui ne se connaissaient pas, mais dont l'un va disparaître 3 jours plus tard. Et ce qui est fou, c'est que Buddy Holly, à ce moment-là, habite New York. Et 2 ans plus tard, après les années d'errance dans une université de Minnesota et un passage par Chicago, donc au cours de l'hiver 61, la neige très dure qui recouvre les trottoirs de New York et les rues, une voiture s'arrête, le temps de laisser un jeune homme en descendre et qui repart aussitôt. Il fait signe de la main. C'est Bobby Zimmerman, qui depuis peu se fait appeler Bob Dylan, qui fait demi-tour, qui remonte le col de sa veste pour affronter le temps glacial, mais qui ne le craint pas, je vous l'ai dit, mais enfin quand même, quand ça caille, ça caille. Où est-ce qu'il se rend? Eh bien, il n'en sait rien, il ne sait pas du tout où il va aller, sauf qu'il est là pour chanter du folk, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, qui lui a dit de se rendre dans un endroit qui s'appelle le Café Wa? Il ne sait plus, il a oublié. Le Café Wa, c'est dans le sud de Manhattan. On est face à l'océan qui charrie un vent à vous couper en deux. Alors, cet établissement qui est dans une cave, c'est une bénédiction, puisqu'au moins, là, il ne fait pas froid. Alors, au Café Wa, comment vous dire, de midi à 4 heures du matin, ce n'est qu'une succession d'artistes qui chantent, qui jouent des sketchs, qui récitent des poèmes, qui font des numéros de ventriloquie. L'espace d'un quart d'heure. Chaque matin, ils viennent voir s'ils sont repris au programme, parce que c'est affiché, puis ils se succèdent. Et avec la chance des débutants, Bob est pris pour accompagner à l'harmonica le présentateur qui est aussi le programmateur et qui est aussi chanteur. Bon, il ignore Bob, parce que quand même,
Il se dit, je suis béni des dieux, c'est pas possible, je viens à peine d'arriver dans une ville gigantesque où je ne connais personne et ça y est, j'ai déjà une embauche au Café Wa. Une fois qu'on a fini son numéro, on passe au chapeau et s'il y a de l'argent, ben, on aura de quoi bouffer le soir. Sans ça, c'est la cloche. Et ben, en fait, ce gars, il engage tout le monde, même les ringards. Mais bon, Bob ne va pas mourir de froid. Et un soir, au Café Wa, il va d'ailleurs voir jouer un certain Woody Allen, qui est déjà une star une vedette du stand-up à l'époque, devant la salle qui est pleine. Et puis, il y a aussi la cuisine du Café Wa, où il y a le cuisinier Norbert, qui a toujours un steak ou un hamburger quand Bob n'a pas réussi à réunir assez d'argent pour manger le soir, ou qui lui laisse ouvrir une boîte de spaghettis si la cuisine est fermée. Donc, voilà à quoi ressemble sa vie et celle, en fait, des cafés-théâtres de Greenwich Village au début des années 60. C'est absolument prodigieux comme endroit. Hein. C'est tout le New York bobo et populo avant la lettre qui vient soit l'après-midi, soit le soir pour se distraire, là au Café Wa, ou au Gaslight, tenez. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette fameuse et récente série sur Amazon qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel. Il y en a qui ont vu ça, la merveilleuse Mrs. Maisel. C'est absolument incroyable. Hein. C'est drôle, c'est de l'humour juif, puisque c'est une jeune femme juive qui, à la fin des années 50, quitte son mari. Alors, elle a ses parents sur le dos. Enfin, il ne lui arrive que des misères et se découvre en fait une force pour le stand-up. Et donc, on voit tout ce milieu des cafés-théâtres de Greenwich Village, dont le Gaslight, où a joué Bob Dylan. Si vous n'avez pas vu cette série, regardez-la, mais c'est prodigieusement drôle. Et c'est vrai que Greenwich Village, à l'époque, c'est un peu comme le Festival d'Avignon ou le Festival d'Édimbourg en été. C'est que ça marche tellement que tout le monde ouvre un café-théâtre, une cave, un hall d'immeuble, un appartement à l'étage, un magasin. Voilà, donc tout devient un café-théâtre, comme le Café Bizarre. Là, le Café Bizarre, c'est aussi un endroit assez étonnant où Bob aime bien jouer parce qu'il se met devant la vitrine, debout ou assis, parce que ça lui permet, imaginez le truc hein, à l'époque, ça lui fait plus de promo. C'est comme il est dans la vitrine, les gens le voient depuis la rue. Alors, quand il a ce qu'il appelle pas de bol, c'est quand il doit jouer de l'autre côté, dans le fond de la salle, puisque là, quasiment plus personne ne le voit. En plus, il doit s'époumoner parce que, bien sûr, il y a ni micro ni ampli. Alors, ce n'est pas tout de jouer, là, c'est très bien, mais il y a les fins de nuit et puis les matinées. Et donc, il est à la rue, Bob, pendant des mois. Hein, pendant tout cet hiver 61, il passe la nuit chez l'habitant, soit des spectateurs chez qui il arrive à se taper l'incruste, ou alors des mécènes d'une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce qu'il en ait marre de lui. Alors donc, l'hiver passe, le froid fait place à la chaleur intense à New York, mais ça n'a pas du tout avancé pour Bob Dylan. Aucun, en fait, dénicheur de talent ne vient dans ces quartiers à Greenwich Village où il y a vraiment de la place que pour la débrouillardise et de se dire qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir, où est-ce qu'on va loger, mais en tout cas, survivre, oui, mais réussir, non. Pourtant, un soir, c'est au début de l'automne, Bob joue donc dans un de ces cafés-théâtres et il se fait que juste à côté, il y a un journaliste du New York Times qui habite. Et il vient l'écouter. Et le gars est si impressionné qu'il se précipite chez lui juste après sa prestation pour aller vite taper à la machine tous les mots qui se sont bousculés dans sa tête. L'article est publié 2 jours plus tard. Et c'est cet article qui va valoir à Dylan de rencontrer Albert Grossman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va devenir son manager et se retrouver devant John Hammond, qui est à l'époque le grand découvreur de talent du label Columbia, donc, et c'est lui qui a déjà découvert Count Basie, Benny Goodman ou Lionel Hampton. Et pourtant, il a le trac. Hein. Je peux vous dire, Dylan, qui n'a jamais vu encore un vrai micro de studio de sa vie, et donc, il n'est pas convaincant. Mais pour Hammond, il l'aurait pris même sans l'auditionner à cause de l'article du New York Times. Et donc, fin 61, ça y est, le premier album de Bob Dylan est déjà enregistré, et rien ne va arrêter sa marche vers la gloire, car comme le dit l'article du journaliste du New York Times, et là on en revient à ce que je voulais vous expliquer, il importe moins de savoir d'où vient Bob Dylan qu'où il va. Et cela semble être tout droit vers le sommet. Et donc, quand l'attaché de presse de la Columbia
le disque va sortir. Demande à Bob Dylan des détails sur lui, sur sa jeunesse, comment il est arrivé à New York. Ce type raconte n'importe quoi. Rien n'est vrai. Il dit qu'il est arrivé dans un train de marchandises, je dis, il est arrivé en voiture avec des gars ou sur un camion, comme Pete Seeger, en fait, qui est une figure emblématique du folk américain dont il est fan. Et bien sûr, rien sur son vrai nom et sur ses origines juives. Même quand on va apprendre, pour montrer comment il est, qu'il a un pseudo, il va donner des tas de versions différentes. Dire que oui, c'est un hommage à Dylan Thomas, le poète, ou c'était le nom de l'oncle Dillion dont j'ai changé l'orthographe. Donc c'est vraiment un gars qui a brouillé les pistes dans ses interviews, et des interviews dont il va d'ailleurs être très vite dégoûté, puisqu'en 65-66, donc 5 ans après, quand il se met à jouer du rock et plus du folk, et qu'il tourne, il va vraiment se faire secouer non seulement par le public, mais par les journalistes, et surtout en Grande-Bretagne. Vous savez comment est la presse britannique, la presse People, ça n'a pas changé. Hein. C'était déjà le cas dans les années 60, ce qui va lui faire dire 20 ans plus tard, lors d'une conférence de presse, « Je ne suis Dylan que lorsqu'il le faut. » Ah, va dire un journaliste, et le reste du temps, il fait, je suis moi. Voilà. Ça me rappelle une histoire, si lui va faire les gros sourcils. Les gros Encore une sourcils. anecdote sur Bob Dylan, non? Mais avec les Beatles cette fois-ci. C'est Très vraiment bien, d'accord. c'est vraiment une petite récréation. Qui est-ce qui a déjà fumé un pétard ici? Personne? Non, personne ici. Non, personne, non, personne, non. Eh bien, est-ce que vous savez que c'est Bob Dylan qui a fait fumer leur premier joint aux Beatles? C'était au cours de leur deuxième tournée américaine à l'été 64. Alors, jusque-là, attention, hein, ce n'était pas des anges, les Beatles. Hein. L'alcool, tout d'abord, principalement la bière, hein, à Liverpool, qui avait accompagné leurs premières heures d'adolescence, avant que ça s'appelait encore les Quarrymen. Et puis à Hambourg, ils ont commencé à prendre les fameuses pilules d'amphétamine que prenaient les jazzmen pour tenir éveillé toute la nuit et pouvoir jouer toute la nuit. Mais donc le 28 août 1964, les Beatles sont donc à New York, et après leur concert à Forest Hills, qui est ce fameux tennis club où ont eu lieu pendant des années le Masters, qui avait été donc réaménagé, ils se retrouvent enfermés dans leur hôtel. Les Beatles, ils sont enfermés dans leur hôtel parce qu'il y a une telle folie des fans, c'est violent. Elles se précipitent sur eux, ils se font arracher les vêtements, il y a des coups qui se perdent, tellement c'est l'hystérie. Et donc, non seulement ils sont enfermés dans leur chambre, mais ils sont en plus, donc ils ont tout l'étage rien que pour eux, et ils sont en plus protégés dans les couloirs par des policiers pour faire barrage. Et comme Lennon et McCartney sont fans de Bob Dylan, et que quelques mois plus tôt, à Paris, ils ont découvert que quand ils disaient qu'ils sont fans de quelqu'un, on le ramenait. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Brigitte Bardot à l'hôtel Georges V. Ils disent, on a envie de rencontrer Bob Dylan. Et il se fait justement, et alors ça c'est vraiment le hasard, que l'admiration, elle est réciproque. Bob Dylan a vraiment été soufflé par l'arrivée des Beatles. Hein. Il faut savoir que c'est un truc jamais vu aux États-Unis, hein. Début 64, le top 10 des ventes, 8 singles sur 10, c'est des singles des Beatles, pour situer un peu le phénomène hystérique que c'est à ce moment-là. Et donc, Dylan, on est allé le chercher, arrive dans un grand break bleu devant leur hôtel qui s'appelle le Delmonico. Et il y a 3 personnes à bord. Il y a Al Aronovitz, qui est journaliste au New York Post, c'est lui qui est allé jusqu'à Woodstock chercher Dylan, et il y a Dylan et son assistant. Bon, un assistant à l'époque, dans les années 60 et 70, pour certaines stars du rock, je vous explique ce que c'est surtout le gars qui servait à transporter la canne, hein, en l'occurrence la marijuana. Ainsi, en cas de descente de la police, c'est l'assistant qui se faisait arrêter, pas la star qui disait non, non, monsieur le juge, je vous jure, je n'ai jamais touché à ces trucs-là. Et donc, Dylan s'amène près des Beatles et dit vous n'en avez jamais fumé? Et les Beatles disent non, non, enfin, quelle horreur. Et il dit mais pourtant, vous chantez dans. Alors, c'était le premier numéro 1 des Beatles, c'est I Wanna Hold Your Hand. Vous dites mais I get high, I get high. Donc, ce qui signifie je plane, quoi. Et là, Lennon se met à rire et lui dit mais non, on chante I can hide, je ne peux pas le cacher. Et donc, Dylan roule son pétard en demandant du vin rouge, mais comme il a un peu pris d'avance, il a un peu de mal. Donc, Ringo Starr l'aide à rouler son pétard, l'allume,
Et alors, il le tire, mais quasiment d'un coup. Là. C'est vraiment, c'est comme dans Lucky Luke, quoi. Alors qu'il ne sait pas que ce genre de choses, le minimum de la politesse, c'est de se le passer l'un à l'autre. Puis il va rejoindre les trois autres qui lui disent alors, c'était comment? Et il répond, oh là là, je crois que le plafond est en train de me tomber sur la figure. Alors du coup, les autres ne font ni une ni deux. Ils vont chez Dylan et ils se roulent une cigarette. Et là, c'est le coup classique, comme dans le sketch de Pierre Palmade. Paul McCartney dit ben, ça fait rien du tout. Puis il se retourne vers John Lennon, il fait tu sens quelque chose quoi? Ben non, rien. Et puis d'un seul coup, ils se mettent à rire comme des abrutis. Paul tourne en rond dans la suite, en fermant systématiquement les portes derrière lui, en ne voyant pas que George Harrison marche derrière lui, juste derrière lui, comme dans un sketch des Monty Python, pendant que Brian Epstein, leur manager, qui a aussi tiré sur le pet pour la première fois, il est devant un grand miroir et qui fait juif, juif, tu es juif, tu es juif. Et donc ce truc dure inlassablement toute la nuit jusqu'au moment où Paul McCartney a l'illumination. Il vient de découvrir le sens de la vie. Et donc, il faut absolument qu'il écrive ça pour ne pas l'oublier, que le lendemain matin, sa découverte soit encore notée. Et donc, ils mettent à peu près 2 heures pour trouver un petit bout de papier et un stylo. Et donc, McCartney note cette illumination qui lui est arrivée grâce au divin pétard. Et le lendemain matin, il se souvient du truc et il se dit mais il est où le papier? Alors il retourne de nouveau toute la suite et il retrouve finalement le papier où là Paul a écrit il y a 7 niveaux. Évidemment, ils se sont tous pétés à rire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, Paul? Donc Paul, c'est vrai, a continué à fumer joyeusement des joints, comme en témoigne sa chanson Got to Get You Into My Life. Petit clin d'œil à Johnny Hallyday qui croyait que c'était une chanson d'amour. Mais il n'hésite pas à déclarer depuis bien longtemps qu'il vaut mieux rester clean, ne pas toucher à ça. Donc, la conclusion, ce serait de dire « Sacré Bob, va ». Et on ne croit pas si bien dire, puisqu'à la fin des années 70, Bob Dylan, je ne sais pas si vous le savez, s'est converti au christianisme. Et non content d'avoir ramené Jésus à la maison, il va publier carrément 3 albums, fin des années 70, début 80. C'est du prosélytisme chrétien, carrément. Et il y va à fond avec des chanteuses de gospel. Il me fait un peu penser à Woody Allen dans Anna et ses sœurs, où il y a cette scène absolument prodigieuse où Woody cherche le sens de la vie et il se renseigne sur toutes les religions. Et à un certain moment, on le voit revenir avec un crucifix, une Vierge Marie, un chapelet dans du papier craft de magasin. Et donc, voilà, les tournées de Bob Dylan virent carrément à des célébrations gospel et il voit disparaître ses derniers fans des débuts, puisque même John Lennon va lui répondre dans une chanson. Et pourtant, vers 1987, l'histoire, elle est peu connue. Elle a été racontée par sa maîtresse de l'époque, alors que la tournée de Dylan, son fameux Never Ending Tour, passe par la Finlande. Bob demande un jour de repos à aller à la synagogue. Et il va rencontrer des rabbins. Une rencontre qui, dit-il, a changé sa vie. Mais depuis, vu le nombre restreint d'interviews qu'il donne, on a malheureusement peu d'infos sur sa foi actuelle. Donc, c'est vrai que Bob Dylan, ça reste un mystère. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Steven Spielberg, on va passer au cinéma, j'ai lu hier qu'il est sur le point de tourner un film basé sur son enfance. Et ça, sur son enfance, il y a beaucoup à dire. Notamment sur un fait qui est déterminant dans sa vie. Ça se passe en mars 64. Et oui, on reste au même moment, alors que l'Amérique vit à l'heure des Beatles. Le petit Spielberg, lui, il vit à Phoenix, dans l'Arizona. Et c'est son premier succès au cinéma, en 1964. C'est un gamin. Et il fait même du bénéfice. Il a organisé une séance de cinéma avec l'aide de son père, qui a fait 500 spectateurs. Il a recueilli $501. Le film a coûté $500, donc il a fait 1 euro de bénéfice. Et son père est heureux d'avoir financé un vrai moment de bonheur pour son gamin, car le cinéma vient de le sauver de ses complexes et il lui permet de grandir normalement. Parce que ce n'est pas facile pour lui de vivre à l'école, parce que c'est un enfant de juif orthodoxe. Et ça lui arrive de rentrer à la maison avec le nez en sang en se demandant
ce qu'il a bien pu faire de travers. Il entend dire « Steven est un sale juif » dans la cour de l'école. Et franchement, il se demande bien ce qu'il y a de sale à vivre dans une famille qui est aussi normale et aussi aimante. Donc, il ne joue pas avec les copains. Il est seul à jouer à la maison. Et quand, à l'âge de 10 ans, il filme son train avec ses jouets, en train de dérailler avec la caméra 8 mm de son père, et qu'il regarde ça avec ses parents, et que ses parents trouvent ça formidable, ils applaudissent, il dit, il a 10 ans, hein, il dit « Papa, je veux tourner un film ». Et le père lui dit bah, « T'as qu'à demander à tes copains, t'es vrai, chez les scouts ». Et c'est ce qu'il fait. Il réalise un western, un court-métrage de 9 minutes qui s'appelle « La dernière fusillade » et qui lui vaut une médaille scout, une reconnaissance pour lui. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le fameux film de J.J. Abrams il y a quelques années qui s'appelle Super 8 et qui est produit par Spielberg. Moi, quand je suis allé le voir au cinéma, j'avais l'impression d'être de nouveau ce gamin de 15 ans qui allait voir les films de Spielberg dans les années 70. Et si vous l'avez vu, ce film Super 8, vous comprenez que cette bande de gamins qui tournent un film avec une caméra Super 8 dans une gare abandonnée, c'est l'enfance de Steven Spielberg. Et c'est un gamin qui voit loin, hein, puisque le film que je vous ai raconté avec lequel il a fait son premier succès en 64, il s'appelle Firelight. Et il raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui enquêtent sur des ovnis apparus dans le ciel de l'Arizona. Et on y voit notamment un couple se déchirer car l'épouse d'un témoin de cette apparition refuse de croire en une vie extraterrestre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et en guise d'effets spéciaux, Spielberg, lui, n'avait filmé que les ombres pour suggérer des extraterrestres qui venaient enlever des hommes pour les mettre dans un zoo sur leur planète. Je suppose que vous avez compris que c'est le prototype chez le petit Spielberg de rencontre du troisième type, et que 13 ans plus tard, son budget est quand même passé de 500 $ à 20 millions, qui est, soit dit en passant, à l'époque, 2 fois celui du Star Wars que Lucas venait de filmer. Alors, c'est plus l'orchestre de l'école qui a fait la musique de film, ce qu'il avait fait à Phoenix, mais le London Symphony Orchestra qui va interpréter la musique de John Williams, qui est son ami depuis Les Dents de la Mer. Après ça, ne vous demandez plus pourquoi Spielberg est allé tourner Rencontre du troisième type au fin fond des États-Unis, dans l'Indiana et le Wyoming. C'était parce que c'était son enfance. Car à partir de ce soir du 24 mars 64, où ce gamin de 10 ans voit ce premier public sortir de la salle enchanté par l'histoire qu'il leur a racontée, Spielberg, lui, ne va plus avoir de cesse qu'une seule chose, c'est se faire une place là-bas, à Hollywood. Et quand il aura réussi, quand il aura fait le tour de tout ce qui fait rêver et faire peur aussi, eh bien, il va rendre au cinéma ce qu'il lui a apporté en tournant La liste de Schindler, un film qui, soit dit en passant, va quand même ouvrir les yeux à beaucoup de gens qui ne voyaient dans la Shoah qu'un mot qui revenait souvent dans les débats politiques. Donc, je dirais que Spielberg, il incarne la nouvelle génération, le nouveau cinéma qui a pris la place quelque part de ces vieux patrons des grands studios hollywoodiens. Spielberg, il fait un cinéma qui a beaucoup plus de respect pour le public. Il fait des films pour émerveiller les gens, pour les divertir. Et l'argent, les recettes faramineuses n'en sont que la conséquence finalement. En ce sens, il a vraiment été la nouvelle vague américaine avec ses amis George Lucas, Coppola et Scorsese. Alors, il y a un autre jeune juif américain qui souffre aussi à l'école et quasiment au même moment, comme le petit Spielberg, il s'appelle Harrison Ford. Mais lui, il ne s'est jamais intéressé au cinéma avant d'en faire. Il a peur du cinéma, lui. Depuis les années 40, sa mère l'avait emmené voir Bambi, et il en avait été, il était minuscule, et il en avait été tellement effrayé qu'il s'était promis de ne jamais y retourner. Bon, il y allait bien quand il était adolescent, avec des copains et surtout des copines pour se retrouver dans le noir, mais bon. Alors, ce qui arrange rien, c'est que son prénom, Harrison, il le déteste parce qu'il le fait remarquer, et il est d'une timidité maladive. Dans la cour de récréation, il se fait taper dessus parce qu'il s'appelle Harrison, parce qu'il est juif. Sa mère est originaire de Minsk en Ukraine, d'où ses parents ont fui.
Et la seule manière pour lui de gagner face au raclé qu'il prend dans les cours de récréation, c'est de rester stoïque, imperturbable, face à ces séances d'humiliation qui sont quasiment quotidiennes. Et donc, même s'il y a des déménagements qui ont lieu, son attitude vis-à-vis de l'école ne change pas beaucoup. C'est un élève médiocre, mais ses parents arrivent quand même à l'inscrire à l'université, une université qui n'est pas trop regardante sur ses résultats. Et donc, pour montrer à ses parents qu'ils méritent les efforts qu'ils font pour qu'il aille à l'université, quand il arrive en 4e et dernière année, il cherche un cours facile pour remonter sa moyenne, pour dire, voilà, vous avez vu, j'ai bien réussi. Et donc, en regardant le programme, il fait, ah, théâtre, c'est cool ça. On va lire des pièces et les commenter, ça va être facile. Ah oui, mais il faut les jouer aussi. Ça, il n'y avait pas pensé. Et je vous l'ai dit, il est d'une timidité maladive. Et donc, le jour de la première, malgré que ce ne soit qu'une pièce à jouer pour l'école, il a un trac, mais phénoménal, apocalyptique. Il est tétanisé. Et pourtant, à son grand étonnement, quand il sort de scène, ça a passé. Le public a marché, tout le monde l'a trouvé extraordinaire. Du coup, il joue une deuxième pièce, une troisième pièce. Enfin, il en joue tellement qu'il apprend tellement de textes par cœur qu'il se surprend à lire le journal en l'apprenant par cœur aussi. Bref, il ne fait plus que ça, tant et si bien qu'arrivé aux examens de fin d'année, il a tellement brossé pour jouer au théâtre qu'il se fait refuser. Il ne va pas avoir son diplôme. Alors, je ne sais pas si vous vous mettez à sa place. Il s'apprête à, parce qu'on ne rentre qu'une ou deux fois par an, les universités sont souvent très éloignées du domicile des étudiants. Il doit annoncer cette mauvaise nouvelle à ses parents. Et heureusement, ses parents ne vont pas lui en tenir rigueur. Au contraire, ils vont le pousser dans sa passion pour le théâtre. Et là où c'est drôle, c'est que cette université, où on a refusé qu'il passe ses examens parce qu'on ne l'avait pas vu assez au cours, cette université va être très fière qu'il devienne Indiana Jones et qu'il incarne un professeur. Elle va aller jusque dans la fac de philo et lettres et en histoire de l'art à inscrire des phrases dans les couloirs d'Indiana Jones. Et d'ailleurs, une fois devenu star, quand un journaliste va demander à Harrison Ford, un père catholique et une mère juive, mais vous êtes quoi alors? Il va répondre, irlandais en tant que personne et juif en tant qu'acteur. Vous voyez qu'il a de l'humour, hein, le comédien le plus rentable de toute l'histoire du cinéma. Enfin bon, ça vous le saviez. Alors, je ne sais pas quelle heure il est. Oui. Alors, bien sûr, la liste est... Oui, 55, oui, c'est là que je me suis rendu compte qu'on a l'heure sur les PC. Quel déconneur, service. La liste est longue, évidemment. Hein, on pourrait y passer toute la nuit, hein, forcément. Donc, en passant de Gainsbourg à Bruel, Thierry Lhermitte, Woody Allen et Michel Drucker. Tenez, à propos de Michel Drucker, Sylvie faisait remarquer que donc, Niki de Passe, mon épouse, qui est sur Judaïka, qui a maintenant depuis 10 ans une émission donc, culturelle sur Judaïka. Donc, tu connais depuis très longtemps, très bien, Michel Drucker. Et il y a une petite dizaine d'années, il lui a dit un truc mais qui nous a étonnés tous les deux. Il a dit, c'est drôle, je viens de faire Shabbat pour la première fois chez Patrick Bruel. Et ça lui avait paru à la fois étrange et réconfortant. Et nous, c'était la première fois qu'on était confronté à ça, cette absence je dirais, de côtoyer ses racines, ou tout simplement culturellement, hein, et qu'il en éprouvait une grande satisfaction d'avoir, alors quel âge il devait avoir, mais forcément plus de 60 ans, pour la première fois, fait Shabbat. Est-ce que je dois vous parler de Woody Allen et de Mel Brooks, qui sont deux gars que j'admire énormément et qui ont d'ailleurs débuté ensemble? On l'ignore souvent. Mel Brooks a d'ailleurs été un des gagmen de Jerry Lewis ici à ses débuts. Ils ont beaucoup travaillé à la fois sur scène, tous les deux. Woody Allen était, donc je vous l'ai dit, faisait du stand-up. Mel Brooks est très vite devenu producteur. C'est comme ça qu'il a eu l'idée
de ce fameux premier film extraordinaire avec Gene Wilder qui s'appelle Les Producteurs, qui a peut-être mal vieilli, mais qui à l'époque était absolument désopilant, où ils inventent une arnaque pour faire la plus mauvaise pièce possible, pour être sûr de ne pas rembourser tous les gens, parce qu'ils ont ils ont drainé beaucoup plus d'argent qu'il n'en fallait pour financer la pièce. Ce que je trouve extraordinaire chez ces deux personnages, c'est leur humour juif. Et cet humour juif qui les a d'ailleurs tellement servis et qu'ils ont eu ô combien l'intelligence de revendiquer, parce que l'humour juif, ça existe, comme l'humour britannique d'ailleurs. Et je pense que c'est pas un hasard. C'est quand on vit dans des sociétés qui sont, ou dans des familles qui sont très codifiées, que je pense que l'humour s'installe. Si vous vivez dans des endroits où il ne se passe jamais rien, on va faire rire avec quoi? Et je pense que c'est ça qu'on ressent, la force de Woody Allen, qui, comme il le dit, est sur le divan de son psychanalyste depuis 60 ans, ou de Mel Brooks, qui lui était plus dans le burlesque et plus dans le gagman et donc dans la blague juive. Mais je voudrais terminer, puisque le temps passe, par les plus controversés. Et là, on va passer au hard rock avec le groupe Kiss. Et j'avais complètement oublié cette histoire, c'est dire à quel point on est habitué à ça et ça ne choque plus personne. Ce fameux double S du Kiss, quand ils sont apparus chez nous dans les années 70. Il y avait en plus, c'était l'époque où les punks arboraient les croix gammées, les insignes de la Wehrmacht. Donc, quand on voit arriver Kiss chez nous très fort, c'est à partir de 76, 77, 78, ce double S est immédiatement pris pour une référence au SS. Et on se dit encore un truc pour choquer gratuitement, c'est bien le rock décadent à la Alice Cooper, etc. Beaucoup disent ça, donc Berk en plus avec leur maquillage outrancier. Et on ignore que les deux fondateurs, les deux frontmen de Kiss sont juifs de père et mère. Gene Simmons, qui est le bassiste et chanteur, donc celui dont la langue sort comme un beefsteak là, au moins une fois par chanson, son vrai nom c'est Chaim Vitz. Chaim Vitz, il est né à Haïfa en 49, peu après la création d'Israël, de parents hongrois. Sa mère s'appelle Florence Klein, c'est la seule survivante des camps avec son frère, et elle fait partie de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux et après la libération et ont participé à l'exode. Alors, il a grandi près d'Haïfa, Tirat Carmel, et je ne dois pas vous faire un dessin, c'est les débuts de l'État d'Israël. Ils sont très pauvres, c'est vraiment très très compliqué. En plus, le père et la mère ne s'entendent pas, donc ils se séparent en 57. Le père reste en Israël et le petit, qui ne s'appelle pas encore Gene, débarque aux États-Unis avec sa maman à l'âge de 8 ans. Et c'est là que sa mère, à l'arrivée, à l'immigration, change son nom en Gene Klein, qui est son nom de famille à elle. Donc, il est tout d'abord scolarisé dans une école juive de Brooklyn, où il termine ses primaires, puis il va aller à l'école publique. Mais l'école, vous allez me dire, ça ne m'étonne pas, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, son truc, c'est jouer de la guitare. Il joue tout le temps de la guitare, et quand les Beatles apparaissent, et on y revient, tout se tient, apparaissent à la télé chez Ed Sullivan en 1964, il est comme 70 millions d'Américains, il est complètement explosé par cette apparition, par cette explosion de jeunesse. Et donc, par contre, ils sont moins nombreux. Il monte un groupe à l'école et il prend le nom de Gene Simmons parce qu'à l'époque, il y avait un rocker américain qui s'appelait Jumping Gene Simmons. Paul Stanley, lui, qui est l'autre guitariste et chanteur, c'est celui qui a une étoile noire sur l'œil gauche. Il se nomme donc Stanley, c'est son prénom. Son nom, c'est Bert Eisen. Il est né à Manhattan d'une mère qui a fui l'Allemagne nazie avant la catastrophe et d'un père qui est issu d'une famille juive polonaise qui était déjà établie à New York. Il est élevé dans la, comment dire, dans la conscience de sa judéité, mais ses parents ne sont pas très, très regardants. D'ailleurs, il ne va pas faire sa bar mitzvah. Et donc, ils se rencontrent tous les deux. Et ils vont donc monter ce groupe Kiss.
Et ils vont, je vous l'ai dit, très peu évoquer leur judéité durant leur carrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2011, Gene Simmons est retourné en Israël, où il a déclaré que ce voyage avait changé sa vie et qu'il s'était finalement toujours senti un étranger aux États-Unis. Il s'est même un peu exprimé en hébreu avec un journaliste. Alors, vous allez me dire que je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi ce SS? Eh bien, en fait, c'est un pur hasard. Puisque Stanley et Simmons jouent déjà ensemble quand, en 1972, ils recrutent un batteur et jouent à 3, puis un deuxième guitariste. Alors, peu importe quel était le nom de leur groupe, c'est à ce moment-là que Paul Stanley, qui est lui graphiste de formation, mais enfin, il sait ce que c'est que l'impact d'une marque. Et donc, il sait qu'il faut trouver un nom qui est très court et qui sonne. Et donc, il dit si on s'appelait Kiss. Et c'est leur nouveau guitariste qui s'appelle S. Frehley. Si vous l'avez déjà vu, en fait, il était maquillé comme un extraterrestre. Il y a même peut-être quelque chose aussi du Ziggy Stardust de Bowie qui a été créé au même moment. Il a un éclair qui lui traverse le visage. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine le Kiss et les S, ce sont simplement deux éclairs. Et quand je vous le dis, ça devient évident parce que si vous prenez les deux S des SS et les deux S du Kiss, vous allez voir que finalement, ça n'y ressemble que si on ne les met pas l'un à côté de l'autre parce que ce n'est absolument pas la même chose. Alors la question qui se pose à ce moment-là, parce que c'est vrai que ça commence à faire des histoires, on commence à dire oui mais qu'est-ce que vous faites, c'est un symbole nazi, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change? Ben non, parce que ça faisait déjà, à partir du moment où c'est arrivé, quand ils ont débarqué en Europe, à ce moment-là, les groupes enregistraient 1 ou 2 albums par an et les membres de Kiss, ils avaient déjà enregistré 4-5 albums. Ils avaient donc déjà leur public et ils ont dit non, on ne change pas, on ne change pas de logo. Et je pense qu'ils ont eu raison parce que ça reste, quand on y réfléchit bien, le logo qui est le plus rapidement et immédiatement identifiable de toute l'histoire du rock. Et moi qui ai vécu cette époque, je me dis finalement que tous les imbéciles, en sachant que Paul Stanley et Gene Simmons étaient juifs, qui ont cru en cette théorie, eh ben, ça me fait bien rire s'ils ont pris ça pour argent comptant. Voilà, j'espère que je vous ai diverti. Tenez, ça me fait penser à Chaplin, Charlie Chaplin. C'est vrai qu'il s'est fait très longtemps traiter, je pèse mes mots, de juif par forcément le côté Hitler qui a détesté, ils ont détesté surtout Goebbels, son film Le Dictateur, dans lequel il incarne un barbier juif, mais aussi par après, aux États-Unis, parce qu'il soutenait les communistes, par les McCarthyistes. Il a toujours nié le fait qu'il était juif. Il avait d'ailleurs un mot très drôle quand on lui demandait un journaliste lui demandait s'il l'était. Il répondait, je suppose que certains d'entre vous le savent, qu'il n'avait pas l'honneur d'être juif. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'une enquête a été faite récemment dans les archives à Londres. Donc on sait qu'il est né en 1889 et on a recherché dans les archives, on ne trouve aucun Chaplin à Londres. Il paraîtrait que, en fait, Charlie Chaplin se nommerait en réalité Israel Thornstein. Et franchement, si c'est la vérité, s'il était vraiment juif, en tout cas, on comprend pourquoi il était aussi drôle. Merci beaucoup, Brice. J'ai légèrement débordé. Hein. Non, non, mais c'est très bien parce que maintenant, on va peut-être passer aux questions. Si vous avez des petites questions à poser à Brice sur ce qu'il a raconté ce soir. C'était passionnant. Hein. Je dis toujours qu'on tourne une clé dans le dos de Brice et puis il parle pendant 1 heure sans s'arrêter. Est-ce que vous avez des questions? Et si c'est le cas, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou une réflexion ou quelque chose qui vous a frappé dans ce que Brice a raconté. N'hésitez pas à intervenir. Oui, non? Ah, il y a quelqu'un. Il faut ouvrir le micro si vous voulez parler.
Saloméa, vous voulez parler peut-être? Sylvie, tu m'entends? Oui, Tu m'entends, Sylvie? oui, on t'entend. Ouais, c'est Fred. Moi, je voulais juste dire à Brice que c'était passionnant. J'ai appris plein de trucs et qu'est-ce que c'est bon de voir sa gueule en plus. Ça rajoute beaucoup à son histoire C'est vrai, c'est vrai. parce qu'il est un raconteur d'histoire incroyable et il a un rythme et c'est bon de voir sa gueule en plus avec ses petites lunettes bleues de l'écran. Ça lui donne un petit look un peu à la Elton John. C'est parfait. Il a disparu, il me semble. Je pense que Il a disparu. Il a disparu. Un drôle de mec. J'ai toujours dit, c'est un drôle de mec. Brice, où es-tu? En tous les cas, c'était vachement chouette. Je te coupe le micro, comme ça je laisse les gens parler. D'accord, mais je vais voir s'il peut il va certainement se rebrancher. Si tu t'ennuies, tu me rappelles, je suis là. Ça va. Voilà, il rentre dans la réunion. Alors, où est-il? Eh bien, Voilà, je suis là. il se passe, tu es parti? Mais j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas, apparemment. Ah ben, t'as raté le meilleur. J'ai dit des belles choses. J'ai dit des belles choses à ton sujet et toi, tu te barres. Et pourquoi non, on ne peut pas voir ta tête? Ah, moi, tu peux voir ma tête, comment je dois faire. Attends, vidéo. Elle est Voilà. là. Attends, je te Il mets est ça là. loin. Frédéric Merde. Etterlin, qui a donc participé à l'Eurovision, qui a été un représentant belge. Ah, d'Eurovision. Oh là là, ça ne nous ramènera pas les enfants. Hein. Non, non. Euh, C'était Alors, bien. les petits-enfants d'église, Les évidemment. petits-enfants d'église, bien entendu. Brice, tu as raté un moment parce que moi, je voulais te dire que d'abord, c'était passionnant. J'ai appris, mais j'ai tout appris. Je ne savais rien de tout ça. Donc, passionnant. Mais qu'est-ce que c'est bon, en plus de voir ta tête, ça rajoute à ton talent de conteur. De voir ta tête, c'est vraiment cool parce que tu as un rythme assez génial. Moi, je te remercie. J'ai passé une super soirée. Écoute, merci Fred. Et quelle était ta question? J'ai aucune question. J'avais un compliment à te faire. Ma question, alors si tu veux vraiment une question, mais il était juif, Salomon, alors vraiment? Salomon est juif. Non. Écoute, c'était vraiment génial, mais je te dis, c'est bon de voir ta tête parce qu'en plus, dans tes lunettes, on voit un peu de bleuté d'écran puisque tu es face à une caméra et tu as un genre de petit Elton John, je te dirais. Mais écoute, je Non, te remercie du compliment. Écoute, Je sais pas si c'est un compliment. quel talent, quel talent. Mais toi aussi, je veux tu as pas du bloquer le talent. truc, hein. S'il y a des gens qui veulent intervenir, moi je me barre, hein, je suis là, mais je vous écoute, moi. Si Oui, vous voilà. l'avez. Alors, est-ce que quelqu'un a. Et moi, je vais dire juste un truc. Allez Oui. voir donc Fred Etterlink, allez voir sa page Facebook. Il fait des sketchs dans son fauteuil depuis le confinement. C'est à mourir de rire. Il a un culot monstre. Il dit des trucs juste énormes et ça passe. Niki et moi, on est pliés en quatre quand on le. Parce que parfois, il met une semaine avant de nous sortir un sketch. Alors on est là, on attend. Puis je vois le. Ça c'est super gentil. Je vois le fauteuil vert, je fais Et à chaque fois, c'est un vrai régal. Bon. Ah ben, écoute, ça me touche beaucoup. Hein. Je continue, là j'en ai 2-3 que j'ai fait d'avance. Attends-toi à de l'excessif. Hein. Bon, et comment va Michel Simès? Écoute, Michel Simès, alors l'histoire est très drôle parce que tu sais, je t'ai envoyé des capsules que j'ai fini par poster sur Instagram. Et, écoute, mon pote Bruno Solo m'a dit, Fred, fais des capsules. Moi, je vais lui les montrer. Il cherche des chroniqueurs pour une émission. Évidemment, il cherche des chroniqueurs super sérieux qui s'y connaissent en médecine. Et j'ai balancé ce que tu as vu. Écoute, Bruno m'a appelé l'autre jour. Il m'a dit, écoute, Fred, je lui ai présenté ça parce qu'on était dans la loge avant une émission de télé qu'ils faisaient tous les deux à Paris. Je lui ai montré ça. Il était consterné. Consterné. Mais en même temps, il a trouvé ça très drôle. Mais il dit, mais il veut vraiment être chroniqueur dans une émission avec ça. Écoute, Bruno pleurait de rire. Il était consterné. Mais en même temps, ça l'a amusé. Mais il dit, mais les Belges, là, vous êtes complètement désaxés. C'est pas possible, quoi. Écoute, voilà. C'était vraiment cool. Est-ce que tu fais ça de temps en temps, des vidéos comme ça où tu as des thèmes? C'est la première fois. C'est la première Écoute, fois. moi, Voilà. Mais par contre, tu peux te brancher régulièrement sur le CCLJ et tu auras plein de conférences intéressantes. Bon, pas avec Brice nécessairement, mais. Mais avec toi, Sylvie, alors. Oui. Ah bah génial. Mais je vais noter l'adresse. Je vais venir vous voir de temps en temps. Voilà. Bah là,
Enfin bref, c'était vraiment incroyable. J'aurais continué une petite heure ou deux, mais je m'aperçois que Brice est déjà âgé et on ne va pas continuer toute la soirée. Bon, je ne sais pas s'il y avait des questions ou quoi, mais je voulais juste ajouter quand même à propos de Spielberg, qu'il a créé la fondation Shoah, Oui, qui est quand même quelque chose d'assez magnifique. Hein. L'objectif est de recueillir les témoignages de tous les survivants de la Shoah et de les diffuser aux plus jeunes pour participer au devoir de mémoire. Donc c'est une des dernières activités de Spielberg. À quel nom les capsules sur Facebook? Alors c'est Fred, je vais l'écrire, c'est Fred Etterlinck qui n'est en fait autre, parce qu'il avait pris un pseudo pour chanter, que le petit-fils de Maurice Maeterlinck. Donc notre prix Nobel de littérature belge. Fred Etterlinck, comme ça. Fred Etterlinck, voilà, je vous l'ai écrit. Donc allez le voir, vraiment, je vous préviens, c'est de l'humour qui dépote, hein, mais c'est très, très drôle. Ben voilà, écoute, s'il n'y a pas de questions ou de réflexions, je voulais te remercier. Rappeler que ce livre est une véritable pépite qui se lit comme un roman. La Story 2, moi j'ai vraiment adoré. Voilà, toutes les histoires s'imbriquent les unes dans les autres et c'est voilà, ça se lit. C'est vraiment. Moi j'ai appris plein de choses. Il n'y a pas que des juifs dans le livre, mais c'est bien quand même. Et voilà, c'est plein d'anecdotes et puis saupoudré de beaucoup de nostalgie. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, c'est à la renaissance du livre et ça peut être un beau cadeau. Voilà. Bah, écoute, je te remercie, Brice. Et sinon, c'est tous les jours sur Nostalgie. Là, c'est gratuit. Bien sûr. Ainsi que sur tous les sites de streaming, donc Apple Music. Tous les jours ou 2 fois par jour? Spotify. C'est 2 fois par jour. Mais alors, c'est 2 fois par jour, mais il y a 4 diffusions par jour. Donc, si vous restez toute la journée sur Nostalgie, vous allez bien tomber dessus. On reste toute la journée de toute façon sur Nostalgie. Et c'est de toute façon tout le dimanche après-midi de 13h30 à 17h30. Voilà. Bien, rendez-vous est pris. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette soirée. On a beaucoup voyagé. Et c'est moi qui vous remercie d'avoir été présent et d'écouter les bêtises. C'était pas des bêtises, c'était vraiment bien. Un tout grand merci à tout le monde. Et à bientôt, Brice. Hein. On prend rendez-vous pour ta BD alors. Oui, ce sera au mois d'octobre. Magnifique. Merci beaucoup. À bientôt et merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette soirée. Au revoir.